Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, sur bismart.fr, sur tous les réseaux sociaux de Bismart, mais aussi nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons avec Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable aux responsables de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous poserons la question de l'impact de l'année 2022 sur l'engagement des fonds d'investissement à l'égard de la transition écologique. Et nous illustrerons ce sujet avec une étude menée par Epsor. Nous aurons justement le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Julien Niquet, le CEO de Epsor. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à un sujet qui nous anime tous en cette rentrée, la réforme des retraites qui est entrée en vigueur depuis le 1er septembre 2023. Nous nous demanderons ensemble quelle est la stratégie à mettre en place en tant que particulier pour préparer sa retraite. Nous en parlerons avec Valérie Batigne, dirigeante et fondatrice de Sapiens de Retraite, mais aussi avec Fanny Dessa, consultante patrimoniale senior au sein de la maison Erez. Et puis enfin, en troisième partie d'émission, dans l'œil du CGP, nous ferons le point avec Régis Yankovici, fondateur et dirigeant de Luxavis, sur les décisions d'investissement prises par les particuliers en matière d'investissement boursier. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et c'est parti pour Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable aux responsables de Smart Patrimoine. Et nous allons tenter de comprendre ensemble l'impact de l'année 2022 sur l'engagement des fonds d'investissement à l'égard de la transition écologique. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Julien Niquet. Bonjour Julien Niquet. Bonjour. Vous êtes CEO de Epsor. Vous avez mené une étude justement sur l'impact de l'année 2022 sur l'engagement des fonds à l'égard notamment de la transition écologique. C'est la troisième édition de l'étude que vous menez. Epsor, qui est spécialisé en épargne salariale. Pour autant, l'étude que vous avez menée s'intéresse aux fonds d'investissement dans leur globalité, pas uniquement effectivement au scope de l'épargne salariale. Et vous faites plusieurs constats, avec notamment un premier constat qui nous a un petit peu interpellé. Alors après, quand on lit toute l'étude, on comprend effectivement le sujet dans sa globalité, mais que le financement des énergies fossiles a finalement augmenté sur l'année 2022. Exactement, c'était une des surprises de l'étude cette année. C'est tout l'intérêt justement de la reproduire d'une année sur l'autre. C'est aussi pour voir l'évolution dans le temps et voir s'il y a une amélioration ou pas du financement de la transition écologique par les supports de placement. Et le fait est que cette année, le constat est plutôt critique à cet écart, on va dire. 87% des fonds d'investissement labellisés. Quand on parle de fonds d'investissement labellisés, on parle d'un label ISR ou Greenfin ou autre. On parle des fonds labellisés ISR, Greenfin ou LuxFlag, qui sont des labels un peu moins courants. D'accord. Le premier d'entre eux étant le label ISR est le plus utilisé, on va dire, sur le secteur de la gestion de patrimoine. 87% donc des fonds d'investissement labellisés investissent peu ou plus ou moins, entre guillemets, dans les énergies fossiles. C'est ce que vous constatez. En fait, 87% des fonds investissent dans au moins une entreprise du secteur des énergies fossiles. D'accord. C'était 80% l'année dernière. Donc, on voit une augmentation de cet investissement-là. Et c'est quelque chose qu'on voit, si on prend sous ce regard-là, on peut le regarder aussi. On voit que 25% des fonds labellisés ont une entreprise comme Total Energy dans leur portefeuille d'investissement, dans les 10 premières lignes d'investissement de l'entreprise. Là aussi, on voit que c'est un pourcentage qui est en augmentation par rapport à ce qu'on constatait l'année dernière. Donc on voit qu'il y a eu plutôt une tendance à la hausse qui est aussi liée par un contexte de marché qui explique un petit peu tout ça. Pour aller chercher de la performance notamment, effectivement. Exactement. Sur l'année 2022. Ouais. L'année 2022 était quand même marquée par la guerre en Ukraine, par l'inflation, par un contexte macroéconomique qui était difficile. La performance était essentiellement tirée par le secteur de l'énergie et du pétrole en particulier, un petit peu banque et finance. Et du coup, pour pouvoir aller chercher de la performance, indépendamment finalement du caractère responsable du fonds et de la thématique qui peut être affichée par le fonds, on a vu une proportion plus importante d'investissement sur ce secteur. Est-ce que ça veut dire, quand effectivement on est dans un contexte comme celui-là et que la performance peut être tirée notamment par des activités pétrolières ou en lien avec les énergies fossiles, que les fonds labellisés délaissent, j'ai envie de dire, leur raison d'être au profit de sociétés qui affichent les performances qu'on connaît ? C'est tout l'équilibre auquel doivent répondre les gérants de fonds qui sont labellisés. C'est un équilibre entre performance et responsabilité. Le fait est que
parlez de raison d'être de ces fonds. En fait, c'est pas leur raison d'être. Justement, c'est bien tout la difficulté de ce label ISR en particulier. On pourrait parler des autres un peu plus en détail ensuite. Mais le label ISR, le fait d'être labellisé ISR ne veut pas dire que c'est dans la philosophie du fonds et dans sa raison d'être que d'investir de façon responsable. En tout cas, dans l'ancienne version, là, une nouvelle version qui a été proposée, mais on reste aujourd'hui sur l'ancienne version. Pour l'instant, on reste sur l'ancienne version et la nouvelle, on pourra en parler aussi. Mais sur l'ancienne version, c'est pas dans la raison d'être, c'est pas dans la philosophie. Et donc, c'est pas en tout cas, on va dire, un bridge, une rupture par rapport à la philosophie qui a été proposée à l'épargnant. C'est un peu ce qui est affiché par ce label ISR, c'est ce que pensent les épargnants qui y investissent, mais le fait est que c'est pas la réalité. Est-ce que ces fonds, du coup, sont moins en phase avec leurs objectifs de transition écologique s'ils investissent plus en 2022, par exemple, dans les énergies fossiles ? Oui, enfin, je pense que là, pour le coup, il y a oui, c'est QFD. Oui, ils sont moins dans cet objectif. De toute façon, ils ne sont pas dans cet objectif-là, dans le cœur de leur stratégie. C'est bien ça qu'il faut retenir. Et notre point de vue, c'est pas un jugement de valeur, c'est pas ce qu'on cherche à faire avec cette étude-là chez Epsor depuis 3 ans. Ce qu'on cherche à faire chez Epsor, c'est vraiment à amener de l'information à l'épargnant. Pour nous, ce qui est important sur ce sujet d'investissement, c'est pas tant énergie fossile, pas énergie fossile, qu'un sujet d'information aux consommateurs. On considère qu'investir dans un fonds, c'est acheter un produit, et quand on achète un produit, on aime bien savoir ce qu'il y a dedans. Et on s'attend à ce qu'un label, qui est en plus un label d'État, vienne amener une garantie. Aujourd'hui, on considère que ce n'est pas le cas. Je posais la question également parce que dans votre étude, vous notiez que malgré effectivement le fait que les investissements en énergie fossile aient augmenté, la part d'investissement dans des entreprises considérées comme faisant partie de secteurs vertueux, notamment les énergies renouvelables ou la transition énergétique ou climatique, pour le coup, cette part aussi avait augmenté. Exactement. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des éléments dans cette étude par rapport à l'année dernière, il y a des évolutions assez négatives, notamment le financement des énergies fossiles, qui a pris une part plus importante dans les investissements. Mais on voit aussi qu'investir dans un fonds labellisé, ça reste mieux que d'investir dans un fonds non labellisé. C'est-à-dire qu'un fonds labellisé aura une empreinte carbone qui restera plus faible qu'un fonds labellisé, investira davantage dans les énergies vertes et les énergies renouvelables qu'un fonds non labellisé. Donc c'est toujours toute la difficulté de ces situations, c'est qu'il y a toujours de la nuance à apporter. Mais les deux sont vrais. Si vous investissez dans un fonds labellisé, vous continuez à investir dans les énergies fossiles et davantage en 2022 que les années précédentes, mais vous investissez aussi dans le financement des énergies renouvelables et dans les énergies vertes. Et tout le sujet, c'est de le savoir effectivement et de savoir d'où vient la performance et quelle est la stratégie du fonds en question et comment est-ce que les deux réussissent à vivre ensemble dans le fonds. Tout à fait. On ne cherche pas vraiment, c'est un sujet, on ne cherche pas à avoir un jugement de valeur sur ce sujet. Ce qui est important pour nous, c'est la connaissance, c'est le fait que l'épargnant soit éclairé sur ce sujet-là et qu'il prenne sa décision en connaissance de cause. Question peut-être un peu provocatrice, et encore, je pense que beaucoup d'épargnants se la posent, c'est est-ce qu'il faut arrêter d'aller vers ces types de fonds labellisés puisqu'il y a une part plus ou moins conséquente selon les fonds investis dans les énergies fossiles, ou au contraire se dire, la performance vient quand même de là, donc ça permet aussi à ces fonds d'exister? C'est une question philosophique ou politique, j'ai envie de dire. C'est aux politiques à un moment de trancher ça. En tout cas, un label d'État se doit d'être crédible dans ce qu'il est et dans ce qu'il véhicule. Aujourd'hui, un label ISR donne une image, en tout cas, d'investissement dans un bien sûr, monde, en tout cas une transition. Dans le monde de demain, bien sûr. Dans le financement de la transition. Donc c'est important que ce label d'État reflète ça. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc je pense que là, pour le coup, il y a une décision politique qui est attendue et qui doit avoir lieu. Ensuite, tout à chacun, quand on est... ça a ses responsabilités en tant qu'épargnant, en ayant connaissance de cause, de faire un choix d'investissement dans un autre. Le fait est que c'est un débat qui pourrait durer pendant des heures, de savoir est-ce qu'il faut continuer, pas continuer. Je pense qu'il y a un sujet quand même de crédibilité du label qui aurait pu ne plus être un label d'État, par exemple. Ça, ce serait possible aussi. En tout état de cause, en tant qu'investisseur particulier, dans le contexte actuel, la meilleure chose à faire, c'est de faire un choix éclairé et de savoir réellement dans quoi on investit. Tout à fait. Et en plus, on voit qu'il y a des labels qui sont plus exigeants, plus contraignants, et y compris une réglementation européenne, par exemple, qui, elle, est plus contraignante et qui, selon nous, est une garantie beaucoup plus forte d'investir réellement dans la transition écologique que le label ISR. En tout cas, dans l'état actuel des choses, en tout cas. Merci beaucoup, Julien Niquet, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes CEO d'Epsor. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.
Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble comment préparer sa retraite et surtout comment intégrer la réforme des retraites dans la stratégie de préparation de sa retraite. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Fanny Dessat. Bonjour Fanny Dessat. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes consultante patrimoniale senior au sein de la maison Erez. Nous avons le plaisir de recevoir également Valérie Batigne. Bonjour Valérie Batigne. Bonjour Nicolas. Vous êtes dirigeante et fondatrice de Sapiendo Retraite depuis le 1er septembre 2023, depuis il y a quelques jours, à peine un peu plus d'une semaine. Ça y est, la réforme est entrée en vigueur et on passe progressivement d'un âge légal de départ à la retraite de 62 ans à 64 ans. Qu'est-ce que ça change? Quels sont les grands changements et surtout qui sont les plus touchés, Valérie Batigne? Alors les plus touchés, ce sont paradoxalement les quinquas, c'est-à-dire les personnes qui ont déjà 50 ans. D'accord. Parce qu'elles sont touchées non seulement par l'âge, qui se décale très vite par rapport On voit l'horizon s'éloigner un petit peu. Et aussi par le nombre de trimestres en plus qu'elles ont à valider. Alors que les plus jeunes, ils s'étaient déjà validé qu'ils devaient cotiser 43 ans. Bien sûr. Les quinquas, pas tout à fait. D'accord. Donc, voilà. Et donc je dirais que les quinquas sont donc les plus touchés. Et parmi eux, statistiquement, les femmes qui ont eu des enfants et qui ne se sont pas arrêtées de travailler. Parce qu'elles, dans leur pronostic, elles auraient majoritairement pu partir à 62 ans et elles vont devoir aussi attendre 64 ans. Donc ce sont elles, statistiquement, les plus touchées par ce recul de l'âge de la retraite. Voilà. C'est les seuls touchés? Paradoxalement, les jeunes aussi. D'accord. Aux deux extrémités, les très très jeunes. Qui, eux, avaient déjà quand même intégré l'idée qu'ils allaient peut-être travailler plus, effectivement, pour financer le système tel qu'il existe actuellement, mais qui sont quand même les plus touchés. Eux aussi pourront partir probablement, majoritairement, avant 64 ans, à 63 ans. D'accord. Et profiter d'une des nombreuses exceptions, donc qui permet de partir à 63 ans, dès lors qu'on a commencé à travailler avant ses 21 ans. Bien sûr, oui. Donc c'est de plus en plus courant, parce que les jeunes font de plus en plus d'expériences professionnelles entreprise. Donc il faut leur dire, comptez bien vos trimestres, faites des expériences validantes dans les jobs d'été et choisissez l'alternance plutôt qu'un stage. Vous validez des trimestres. C'était ma question. Quand on fait des jobs d'été ou de l'alternance, on s'est considéré comme ayant commencé à travailler avant 21 ans. Tout à fait. C'est des trimestres qui comptent, voilà, puisqu'on valide un trimestre, non pas en travaillant un trimestre, je le rappelle, mais en cotisant un certain montant. Bien sûr. Oui. Donc on peut très bien valider des trimestres dans des jobs d'été et on les valide dans des contrats d'alternance ou d'apprentissage. Il ne faut pas négliger ça. Ne pas négliger effectivement toutes les expériences professionnelles et surtout celles qui vous ont fait commencer à travailler avant 21 ans. Fanny Dessat, si on revient effectivement alors sur les quinquas que mentionnait Valérie Batigne, est-ce que 2 ans de plus, 2 ans de cotisation de plus, ça amène un grand changement dans la stratégie patrimoniale de préparation de sa retraite? Pas réellement dans les faits. C'est vrai que le premier conseil, en tout cas c'est celui que l'on donne chez Maison Erez, c'est d'anticiper au maximum. C'est extrêmement important. C'est l'un des points essentiels. Bien sûr. Place une stratégie qui sera issue d'un audit qu'on va réaliser de manière personnelle avec notre client. Premier point, chacun peut prendre déjà son ordinateur et regarder sur le site de l'assurance retraite, dire tiens, voilà, j'ai 40, 45 ans, combien je vais pouvoir prétendre en termes de pension. Bien sûr, ça donne déjà une projection en termes de montant. Et ces montants, on va les retrouver dans l'audit qu'on va mettre en place par rapport aux besoins de revenus et aussi les charges qu'on a à rembourser en face. Quand on fait un audit, c'est-à-dire qu'on va regarder de combien j'ai besoin à la retraite et ensuite comment est-ce que je peux y arriver progressivement par rapport à ma situation actuelle, c'est ça? Exactement. On part de la situation actuelle, quel train de vie j'ai finalement et quel besoin j'ai aujourd'hui, mais quels vont être mes besoins futurs. Ça, c'est essentiel pour savoir quels outils je vais mettre en œuvre. Et voilà, est-ce que je vais avoir à épargner mensuellement, ce qui est beaucoup plus indolore pour les plus jeunes, comme effectivement on le disait. Il va falloir mettre en place des choses assez rapidement puisque les jeunes sont touchés par la réforme. Mais pourtant, on cotise plus longtemps, donc on peut commencer à s'y intéresser un peu plus tard, non? Mais il n'est jamais trop tôt parce que je vois Valérie Batigne qui dit non. C'est ça, une stratégie d'épargne, elle est intéressante sur le long terme, on le dit régulièrement. Donc plus tôt on le fait, plus c'est indolore parce que les sommes peuvent être limitées mensuellement, 50 €, 100 € sur un budget. Même si on parle beaucoup d'inflation, ça peut passer. Et du coup, ça permet de se dire que j'aurai un pécule
quand je pourrais faire à la retraite. Exactement. Valérie Batigne, 2 ans de plus à travailler. Est-ce que c'est un délai de 2 ans supplémentaire pour s'intéresser à sa retraite? Est-ce qu'avant on disait qu'il fallait s'y intéresser à 30 ans, il faut s'y intéresser à 32 ans aujourd'hui? Non, il faut toujours s'y intéresser toujours tôt. D'accord. Et j'irai toujours de plus en plus tôt. Alors, je vais expliquer pourquoi. Alors, chez Sapiendo, on répète depuis toujours, il faut s'y intéresser très jeune. Et d'ailleurs, les statistiques montrent que les jeunes s'y intéressent très tôt. D'accord, oui. Voilà. Pourquoi? Parce que notre système de répartition, qui pour le moment correspond à peu près 80% des revenus d'un Français à la retraite, il faut le rappeler, et c'est très très important. Ce système de répartition, le mouvement qui est à l'œuvre, c'est qu'on part de plus en plus tard et aussi on a de moins en moins. C'est-à-dire le taux de remplacement baisse. Alors pourquoi? C'est à cause de notre démographie vieillissante, puisqu'il y a toujours le même nombre de cotisants, voire un peu moins, et qui doivent cotiser pour des seniors de plus en plus nombreux. Donc il n'y a pas de miracle. Donc pour compenser ces baisses de taux de remplacement, déjà il faut en avoir conscience. Donc on a des simulateurs, des schémas de projection de revenus, quelles seront mes dépenses à la retraite, etc. Et très tôt, il faut en avoir conscience et mettre en place des stratégies. D'accord. Donc, voilà ce que j'aurai à la retraite par répartition, optimiser la retraite par répartition, parce qu'il y a plein de petites choses, comme je vous l'ai dit, les stages, l'alternance, etc. Enfin, il y en a tout au long de la vie, on ne s'en rend pas compte, et commencer à épargner. Voilà. Donc effectivement, on a des simulateurs qui disent, voilà, j'ai tel âge, si je mets 100 € par mois, tous les mois, qu'est-ce que ça fait? Si je place cet héritage, qu'est-ce que ça fait? Mais alors... De façon, si vous voulez avoir un objectif, un petit cockpit qui montre quel est mon objectif et comment je vais faire pour y arriver. Justement, on va peut-être continuer avec vous, Fanny Dessat. Vous parliez de 50 € par mois, 100 € par mois, mais je les mets où concrètement? Alors, on peut faire un investissement locatif, mais ça, c'est plusieurs milliers d'euros. Mais 50 € par mois, je les mets quoi, sur un PER? Alors, il y a beaucoup d'outils, effectivement, à notre disposition. Le premier, celui qui a été remis qui a été créé par la loi Pacte en octobre 2019, qui a remplacé le PERP, c'est le PER, le plan d'épargne retraite, qui est l'outil majeur pour effectivement préparer son complément de retraite. Donc, c'est le premier réflexe, quelle que soit sa situation. Oui, c'est le premier réflexe. Il est adapté. En plus, on a ce qu'on appelle une cerise fiscale. C'est qu'effectivement, ce que je vais verser, je vais pouvoir en déduire les cotisations dans la limite de 10% de mon revenu imposable. À l'entrée. À l'entrée, toujours, il faut tenir compte du fait que ça, c'est avantagé à l'entrée. Et donc, effectivement, en plus, j'ai une stratégie financière à mettre en place au sein du PER. Ça peut aussi permettre de mettre le pied à l'étrier dans une gestion financière pour un plus jeune. Bien sûr. Et puis, par contre, il va y avoir des solutions complémentaires au PER, qui vont être l'assurance vie, qui vont être le PE1 avec la sortie en rente défiscalisée, qu'on oublie souvent d'évoquer, et puis l'investissement locatif et l'immobilier aussi, bien sûr. Le PEA, donc qui viendrait investir potentiellement sur les mêmes supports qu'on aurait pu choisir au sein d'une assurance vie ou d'un PER, mais on diversifie quand même les véhicules d'investissement. Exactement. Voilà, le mot d'ordre, c'est la diversification. Toujours dans une stratégie d'épargne, il faut effectivement diversifier les outils, puisqu'on va trouver une solution à la sortie qui sera différente. Donc c'est important de mixer, effectivement. Valérie Batigne, est-ce qu'on peut ajouter d'autres véhicules ou d'autres stratégies en complément de ce qui a été dit? Effectivement, alors, pour les gros patrimoines, on imagine qu'il est possible d'ouvrir une assurance vie, un PER, un PEA. Pour des patrimoines plus réduits, est-ce qu'on diversifie quand même ou au contraire, on privilégie un véhicule plutôt qu'un autre? Je dirais, ça, c'est vraiment le travail d'un gestionnaire de patrimoine, de voir, voilà, en fonction du budget disponible, en fonction de son appétence au risque, qu'est-ce qu'il faut faire. L'essentiel pour nous, c'est de bien comprendre, en termes de montant de budget, qu'est-ce que j'aurai avec ma retraite par répartition, de combien j'aurai besoin, avec simulateur de dépenses à la retraite, et quel budget je peux avoir pour investir par ailleurs. Voilà. Et je dirais que ce qui est très, très important aussi et qui peut rapporter gros, c'est vraiment prendre soin, optimiser sa retraite par répartition, parce qu'il y a vraiment des choix qu'on fait ou qu'on ne fait pas, qui peuvent rapporter autant qu'un placement. D'accord. Ça, veut dire, on dépense tous, quand on est salarié, 37% de l'équivalent de son salaire net dans des cotisations en retraite par répartition. C'est compliqué, il y a des règles, ça s'optimise, il y a des pièges à éviter. Et nous, voilà, il faut vraiment prendre conscience que c'est comme un placement. Il faut comprendre comment ça marche, se faire conseiller, et là on gagne des trimestres pour l'optimiser ou des euros. Enfin, c'est en sonnant et trébuchant. Voilà. Donc la retraite, c'est vraiment un tout, répartition, capitalisation. Il faut vraiment avoir une approche globale
Et c'est comme ça qu'on arrive au montant maximum. Donc la stratégie, c'est pas que de compenser avec de la capitalisation, mais effectivement d'optimiser la stratégie de répartition. Fanny Dessat, une question également, parce qu'on a parlé des jeunes, des plus jeunes. On a vu beaucoup alors effectivement de parents, peut-être avec une certaine connaissance financière, ouvrir des assurances-vie à leurs enfants pour effectivement bénéficier d'une fiscalité avantageuse, donc après la fameuse 8e année. Est-ce qu'on doit imaginer aujourd'hui, dans ce contexte de réforme des retraites qui pourrait être amené à re-arriver dans les prochaines années, que des parents doivent ouvrir un PER pour leurs enfants, par exemple? Est-ce qu'à 18 ans, il faut ouvrir un PER? Alors, c'est un vaste sujet. Ça peut être effectivement une opportunité que de créer un PER pour ses enfants. Maintenant, il faut être vigilant dans l'aspect déduction. D'accord. La déduction fiscale, où on peut avoir effectivement des approches différentes de par l'administration fiscale qui peuvent parfois effectivement tirer un petit peu la sonnette d'alarme sur des formes un peu peut-être abusives de l'utilisation de l'outil. Donc attention à ne pas l'ouvrir trop tôt, c'est ce que vous nous dites, ou à ne pas faire des versements trop conséquents. Voilà, pas démesurer les versements, pas trop tôt. Il faut toujours que ce soit dans le cadre d'une stratégie étudiée et qui ait du sens, effectivement, dans la préparation. C'est important. Dernière question, Fanny Dessat. On a parlé effectivement de placements qui vont ensuite, in fine, être investis sur des fonds d'investissement, des marchés financiers. L'immobilier, dans tout ça, c'est aussi une stratégie pour préparer sa retraite? L'immobilier a une place, bien sûr. Surtout que c'est quand même, on le dit souvent aussi, le placement préféré des Français. Ça a une place très chère chez nos épargnants. L'immobilier locatif est une solution très intéressante. Alors toujours pareil, dans une optique ou en tout cas en préparant de manière très minutieuse la fiscalité. On peut ajouter un revenu de revenus fonciers un peu important. Il faudra voir si on se tourne plus vers le meublé ou vers la location nue. Donc c'est vrai que ça peut être des stratégies intéressantes. Puis le point d'ancrage, c'est aussi la détention de sa résidence principale. Si on peut éviter d'avoir une charge bien sûr, en termes d'installation et en tout cas de logement, c'est quand même l'idéal pour avoir un revenu plus intéressant. Merci beaucoup Fanny Dessat, consultante patrimoniale senior au sein de la Maison RS. Merci également Valérie Batigne, dirigeante et fondatrice de Sapiens de Retraite. Merci à vous et on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP. Et c'est parti pour l'œil du CGP. Nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Régis Yankovici, fondateur et dirigeant de Luxavie. Bonjour Régis Yankovici. Bonjour Nicolas, merci de faire appel à mon œil. Bienvenue dans l'œil du CGP. Et justement, ce que vous scrutez, que vous regardez avec votre œil du CGP, c'est la façon dont les investisseurs particuliers prennent leurs décisions d'investissement quand il s'agit d'aller sur les marchés financiers. Ben oui, parce que ce ne sont pas toujours des gens très rationnels, comme nous tous dans un tas de domaines. Bien sûr, oui. Mais on peut essayer de les accompagner et de leur donner quelques pistes de réflexion. Alors, est-ce que les investisseurs particuliers, dans leur comportement, celui que vous pouvez constater, prennent les bonnes décisions, regardent les bons métriques pour investir sur les marchés financiers? Alors, je ne sais pas si c'est une question de métrique, peut-être une question de méthode déjà, parce que souvent, ce que je constate, c'est qu'ils agissent avec leur cœur et pas assez avec leur tête. D'accord. Et ce que je leur recommande de faire, c'est d'avoir une méthode pour pouvoir ensuite la tester par le passé, si elle fonctionne vraiment. Par exemple, ce qu'on entend souvent, j'achète tel ou tel véhicule parce que ça a bien marché. D'accord. Sur la performance. Pourtant, l'AMF répète, et ils ont raison, et je le répète encore, les performances passées n'expliquent pas les performances à venir. Tout le monde le connaît par cœur. Mais tout le monde fait le contraire, même certains professionnels. Mais alors pourquoi? Parce que ça rassure de se dire ça a marché dans le passé, donc potentiellement ça a plus de sens de marcher dans le futur, même si ça n'est pas vrai, on le rappelle. Exactement. On se dit, si ce fonds a été performant, c'est que le gérant est bon. Et s'il est bon, il va être encore bon demain. D'accord. Ouais. C'est oublier un truc vraiment essentiel, c'est que la performance du fonds ne s'explique pas seulement par le gérant. Et j'ai la faiblesse de croire que c'est très minoritaire comme explication. En fait, c'est une question de positionnement du fonds. Voilà, je la fais courte. Et donc, voilà, les performances passées, non, il faut pas. Alors, si vous faites ça, testez-le. Vous dites, voilà, je prends les meilleurs performeurs à 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis, vous testez ça sur les 50 ans passés. Puis ça marche, faites-le. Parce que là, on se dit, effectivement, la période est suffisamment grande, donc peut-être qu'effectivement, ça pourrait expliquer un peu plus. Et encore, il faut faire très attention. Ok, pourquoi pas? Mais quelle que soit la méthode, vous la backtestez. D'accord. Voilà, donc quelque part, votre émotion, vous l'objectivez et vous la testez.
Donc, si on revient aux décisions d'investissement, la manière de prendre une décision d'investissement, déjà, on peut la prendre soi-même, cette décision d'investissement. Ça, on peut se dire, Alors, j'ai toutes les capacités de prendre ma décision On d'investissement. voit de plus en plus d'investisseurs se dire, moi, il suffit que je fasse du MSCI World, et puis ça roule parce que ce qu'on appelle Bien sûr. un influenceur, un influenceur financier, aura expliqué qu'il faut faire du MSCI World. Je m'interroge sur la qualité de la diversification de cette opération-là, parce que le MSCI World n'est pas la diversification ultime. D'abord, la diversification, c'est bien parce que ça réduit la volatilité, mais ce n'est pas un but en soi, c'est un moyen. Et donc, je ne suis pas sûr que si tous les investisseurs font la même chose, au bout du compte, on soit vraiment protégé de la volatilité s'il y a un retrait du marché. Donc, attention, la diversification est un élément hyper important qu'il ne faut pas laisser entre toutes les mains parce qu'on ne sait pas toujours bien la faire. Donc, si je vous suis, il faut une méthode et une stratégie d'investissement. Bien sûr, et ne pas mélanger la stratégie avec la tactique. Si vous estimez que vous prenez une position pour les 8 ans à venir, ce n'est pas parce qu'il y a un profit warning un jour que vous devez la vendre. Soyez cohérent entre vos objectifs et la méthode que vous mettez en œuvre. Une question que certains se posent, effectivement, quand on parle de marché financier, pour le néophyte, il y a deux réflexes, qui est celui de l'ETF, vous en avez parlé, donc l'ETF le plus large possible qui permet de répliquer la performance d'un certain nombre d'indices, ou alors le fait de déléguer sa gestion à quelqu'un d'autre en se disant il aura la tête froide pour moi. Est-ce que ça, c'est une méthode ? Absolument, c'est une excellente méthode, je ne dirais pas le contraire, mais il faut être en mesure de savoir si la personne à qui vous déléguez est bonne. Bien sûr. Et là encore, les performances historiques. Alors, c'est plus compliqué de backtester. Mais déjà, ne prenez pas un seul conseil. Parce que si un bon professionnel sur les marchés financiers va avoir bon 3 fois sur 5, donc 2 fois sur 5, il peut se tromper. Si vous prenez un seul conseil, donc vous avez 2 chances sur 5 de vous tromper. Si vous prenez 2 conseils chez lui, vous faites 2 sur 5 fois 2 sur 5, ça fait à peu près un cinquième. J'ai fait les calculs avant de venir. Je vois. Vous avez une chance sur 5 de tomber sur 2 mauvais conseils. Donc, multiplier les conseils chez un professionnel et la délégation est une bonne solution. J'espère qu'on pourra la traiter une prochaine fois. Merci beaucoup Régis Yankovici d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine dans l'œil du CGP. Je rappelle que vous êtes fondateur et dirigeant de Luxavie. Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Bismart.